Preview. Moi, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, ça a été un révélateur, en fait, d'un malaise profond dans la société française, un problème de pouvoir d'achat que nous avions, nous, au sein de l'Assemblée nationale, fait valoir comme un problème majeur, puisque nous avions demandé dès novembre un Grenelle sur la question du pouvoir d'achat. Parce que nous le voyons bien, tant dans nos permanences qu'à l'Assemblée, la difficulté pour les personnes qui ont des revenus modestes, eh bien, de terminer dignement leur fin de mois. Donc il y avait un vrai problème de pouvoir d'achat. Je pense que les Gilets jaunes ont mis l'accent sur cette disposition qui est tout à fait indispensable. Et puis, nous l'avions clairement dit à plusieurs reprises, au travers de ce Grenelle, au travers de l'ISF, dont nous demandions la non-suppression au moment du vote du budget, sur la CSG des retraités, puisque nous avions, nous aussi, contesté, et dans la campagne électorale des législatives, déjà précisé que cette CSG sur des retraites modestes n'était pas acceptable. Elle n'est pas plus acceptable actuellement, la non-réévaluation des retraites. Je ne suis pas allée sur les ronds-points, mais des Gilets jaunes ont demandé à être reçus à la permanence. Certains m'ont envoyé des SMS et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec eux. Bon, les demandes ne sont évidemment pas, à mon sens, toutes fondées, mais en revanche, la nécessité de se positionner sur le pouvoir d'achat, sur l'impôt sur la fortune, sur un certain nombre de revendications me paraît tout à fait essentielle. J'aurais souhaité qu'on prenne acte de ces difficultés avant même que les personnes soient contraintes de descendre dans la rue, dans les ronds-points. Mais je pense que ce qu'elles ont exprimé, c'est un sentiment de relégation, sans doute, et puis un sentiment d'impuissance face à des décisions qui ne prenaient pas en compte leurs préoccupations s'agissant du pouvoir d'achat. C'est clair. Et puis, le sentiment de ne pas être entendu. Ça veut dire que la démocratie est un peu en panne si on n'est pas en capacité d'entendre les personnes qui sont soit dans la souffrance, soit dans la juste réclamation d'une prise en considération. Je pense que la révolution numérique aussi, qui ne s'est pas faite avec les personnes les plus éloignées du numérique, a renforcé aussi ce sentiment de relégation. Donc il y a eu une succession de fautes qui ont été commises et qui ont donné un sentiment de ras-le-bol, le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol d'institutions dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Sur le RIC, je pense que c'est une bonne chose que de vouloir s'intéresser à la politique. Nous avons un tel taux d'abstention que la volonté d'avoir à faire des choix me paraît tout à fait intéressante. En revanche, la formule même du RIC me paraît pas suffisamment encadrée pour permettre à la démocratie, en fait, d'être gérée de la manière la plus juste possible, et non pas sous des à-coups que permettrait le RIC. En revanche, je pense que si ce n'est pas le RIC, il y a la place pour d'autres dispositifs sur lesquels nous devons travailler dans le cadre de la révision constitutionnelle. Je pense notamment au référendum d'initiative partagée, qui laisse la place aux représentatifs, mais qui associe les citoyens, qui existe dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, mais qui a des seuils qui le rend potentiellement jamais utilisable. On a d'autres propositions. On a la proposition de pétition citoyenne, qui se rapproche un peu du RIC, mais qui est encadré. C'est-à-dire qu'il faut, à partir du numérique, réfléchir à un dispositif qui permet de prendre en considération, dans le débat de l'Assemblée nationale, des propositions de débat ou des propositions de loi qui émergeraient au constat d'une pétition
importantes dont il s'agit de fixer le seuil. Nous, on a fait déjà des débats. Depuis 2012, moi j'ai fait 25-30 ateliers législatifs citoyens, c'est-à-dire travailler en amont d'un texte avant la décision pour ensuite tenir compte dans la décision du contact avec les citoyens. Le grand débat, je pense que c'est une bonne chose. Ne soyons pas dogmatiques. C'est pas parce que c'est le président de la République qui l'organise finalement et d'une manière assez verticale que nous ne devons pas en attendre des expressions intéressantes. Moi, je vais participer, des communes rurales m'ont demandé de participer à des débats modestes, sans doute sans les médias, mais qui sont essentiels. Donc nous irons dans ces débats organisé, mais en tant que député, j'organise un grand débat avec une députée également de l'Assemblée nationale à Chalon-sur-Saône le 9 mars, où toute personne est invitée, avec un invité d'honneur qui sera l'ancien maire de Genève, qui est un spécialiste de ces questions des votations suisse. Et je pense qu'il ne s'agit pas de transposer ce dispositif en France, parce que la France n'est pas la Suisse et nous n'avons pas les mêmes comportements. En revanche, il y a beaucoup d'idées fausses qui ont circulé sur les votations, et je pense que cet éclairage sera extrêmement intéressant. Je ne veux pas me dissocier de mes camarades. Hein. On a déjà déposé une demande de rétablissement de l'impôt sur la fortune. Peut-être n'est-il pas parfait, mais potentiellement il représente quand même plusieurs milliards, qui seraient d'ailleurs en augmentation dans les années à venir. Et il me paraît indispensable de le rétablir pour faire accepter l'impôt. C'est surtout ça, parce qu'on a le sentiment que la justice fiscale n'est pas au rendez-vous. Ce que nous proposons aussi, bien sûr, c'est une réflexion forte sur l'écologie. Parce que, bien sûr, que la hausse des carburants a posé des problèmes, il reste entier quand même la question des ressources fossiles sur lesquelles nous devons agir. La troisième, c'est les retraités, parce qu'ils sont en souffrance, je crois qu'ils manifestent encore aujourd'hui. Il faut savoir quand même que les pensions ne sont pas réévaluées actuellement, alors que les prix augmentent, et les prix vont augmenter prochainement à raison de la loi Egalim. Alors aidons les retraités, par le biais de la réévaluation de leur retraite et par une suppression de la CSG sur des retraites qui sont inférieures à 3 000 €. La quatrième, après l'ISF, la CSG, les retraites, sans doute la médecine, les médecins. Il faut absolument qu'on fasse en sorte que nous soyons clairs au niveau national. On doit avoir un problème, une politique qui favorise quand même la présence qui oblige à la présence dans des territoires ruraux de médecins pour lesquels, je répète, la société a financé quand même les études et de longues études. Et puis il y a la Constitution, voilà. Moi, c'est un point majeur. La démocratie est en crise. Il faut lui apporter des réponses, pas seulement dans le temps d'un grand débat, dont je ne nie pas l'intérêt, mais tirons-en les conséquences pour faire en sorte que le député soit considéré comme un acteur garant de l'expression citoyenne. Il faut inscrire cela absolument dans la Constitution. On essaye, nous, députés, on essaye d'avoir un statut et on a pris des dispositions, au contraire des sénateurs. On a pris des dispositions pour que nous ayons un dispositif de droit commun. C'est vrai désormais pour les retraites et c'est très bien. C'est vrai pour les rémunérations et c'est vrai aussi pour l'AFM puisque celle-ci est soumise à contrôle. Donc on a fait des efforts. Peut-être faut-il aller plus loin. Moi, cela ne me gêne pas du tout. Le problème de la confiance, c'est le problème aussi de la présence du député sur son territoire et à l'Assemblée nationale. Et il faut absolument que le député qui est maintenant dans un non-cumul des mandats, c'est-à-dire qu'il n'est plus maire, il n'est plus président de conseil départemental, il n'a que ses mains pour agir sur le territoire. Mais il doit inventer de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler. Et je pense que si nous arrivons à démontrer que nous sommes en capacité d'être au plus près des citoyens, de les entendre,
de leur rendre compte, de prendre en compte, de leur rendre compte, de retourner à l'Assemblée nationale et dans ce mouvement pendulaire, faire en sorte qu'ils sentent notre utilité, qu'ils comprennent notre utilité, eh bien nous aurons gagné. Le terme de dégoût m'attriste. Ce que je souhaite, c'est que la clarté soit faite sur ce qu'est un député. Je pense qu'on est dégoûté avant même d'avoir bien compris ce qu'était un député. Réduire le nombre de députés, moi je ne suis pas contre réduire à quelques dizaines, mais réduire de manière drastique le nombre de députés, c'est réduire la représentation des gens qui souhaitent au contraire que la politique soit au cœur de leurs préoccupations.